Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme déçu. Salut Malcolm. Non, je suis pas juste déçu, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Quelle prestation. Bonsoir Francis. Salut champion. J'espère que tu tiens le coup. Non. Ça, demain peut-être ça ira, mais ce soir ça va pas. D'accord. Alors, comme vous l'avez compris, nous sommes avec un supporter Blaugrana. Et ce débrief sera consacré au match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Alors, le FC Barcelone recevait le Paris Saint-Germain dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le moins que l'on puisse dire, Malcolm, c'est que ce Paris Saint-Germain était décidément indomptable. Écoute, j'ai bien envie d'y croire finalement, hein, parce que au début du match, je me suis dit que le match était plié d'avance. Je pensais qu'on gagnerait à 3-1, 3-0, un score assez imposant. Mais fort est de constater que malgré l'effectif euh, euh, diminué de Paris, sans Dembélé, sans Vara, sans Doué, euh, bah, ça n'a pas su profiter de cet avantage-là et on se retrouve à perdre 3 points de façon assez lamentable. Effectivement, quand on regarde la composition d'équipe, le Paris Saint-Germain débutait ce match avec le Ballon d'Or forfait Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, João Neves, sans compter Vicha Kvaratskhelia. De son côté, le FC Barcelone avait juste l'absence, même si elle est préjudiciable, du meilleur buteur et du meilleur passeur de la Ligue des Champions de la saison dernière. Mais ce qui a été étonnant dans ce match, c'est que autant le FC Barcelone a bien débuté son match, mais par la suite, dès que le PSG monte en intensité, le FC Barcelone n'a pas réussi à suivre la cadence. Comment expliques-tu que les hommes d'Hansi Flick se soient autant mis en difficulté face à ce PSG, je pourrais dire presque B? Je cherche encore à comprendre, hein. Je t'avoue que j'ai pas encore assez pris de recul pour analyser ce match. Mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, comme tu l'as dit précédemment, le début du match était totalement pour le Barça. Lamine, il a été extraordinaire. Il nous a fait un passement de jambes là entre Mendes et Barcola. Magnifique. Je me suis dit, allez, voilà, ça, c'est vraiment un match parti pour 3-0. Et après, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le PSG tu sais, ils ont toujours su, hein, même l'année passée, maintenir un certain niveau malgré les remplacements, malgré l'absence de leurs joueurs titulaires. Et je pense que les joueurs aujourd'hui qui ont commencé à savoir, et qui ne sont pas titulaires d'habitude, hein, à savoir Zahir Emery, Mayolo en attaque, j'étais très surpris de le voir là à la place de Ramos et les autres. Je pense qu'ils sont venus avec de la faim, ils sont venus avec de la rage, ils sont venus pour prouver à Luis Enrique qu'ils pouvaient aussi avoir leur place. Et je pense que, au final, je pense que ça s'est joué à ça, en fait. Je pense que le PSG a montré plus de sérieux, plus d'envie. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi, surtout en deuxième mi-temps. On est arrivé là, peut-être parce qu'on menait par 1-0. On est arrivé avec beaucoup de suffisance. Euh, on se fait punir, mais vraiment de façon un peu stupide, j'ai envie de dire, quand je vois Nuno Mendes qui part du milieu de terrain et dribble totalement toute notre équipe pour faire une passe à la fin, malheureux qu'il la met au fond. Euh, Ça ressemble pas au Barça que j'aime bien voir et qui est cette saison à la fois efficace en attaque et solide en défense. D'accord. Alors, comme tu l'as dit tantôt, le FC Barcelone va ouvrir le score par l'intermédiaire de Ferran Torres. Et à ce moment-là, on se dit que le club Blaugrana va prendre l'ascendant sur le club parisien. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après l'ouverture du FC Barcelone, là, les Parisiens vont se réveiller
et ils vont réussir d'une part à égaliser. Et même à la fin de la première mi-temps, ils ont déjà eu des occasions par l'intermédiaire de Barcola pour prendre l'avantage. Et en seconde mi-temps, ils vont tout simplement confisquer le ballon au club Blaugrana. Par contre, le FC Barcelone a eu le temps de reposer son effectif au précédent match de championnat contre la Real Sociedad. Je ne sais pas pour toi, mais tout le long de la seconde période, j'ai senti petit à petit, minute par minute, que les joueurs du FC Barcelone commençaient à être essoufflés. Il suffit de voir le nombre de changements qui a été mis en place par Hansi Flick pour essayer de relancer la machine. Oui, je pense que ça a été l'un des problèmes. Je t'avoue que j'ai aussi eu du mal à comprendre. On n'aura pas l'excuse de l'enchaînement des matchs. Et je pense que le PSG aujourd'hui a ce même problème. C'est d'ailleurs pour ça que ils ont autant de blessés. Donc, je pense que ce sera un point sur lequel travailler. Hansi Flick, en tout cas, je l'ai vu très furieux à la fin du match. Je pense qu'il saura remonter les bretelles à ses joueurs. Et au final, bon, je me dis, bon, c'était quand même un match en jeu parce que voilà, le Paris s'en sort avec 3 points. Mais bon, on sait qu'au final, après la phase de poule, le PSG et le Barça se retrouveront certainement en huitième de finale. Et à partir de là, j'espère qu'on aura une confrontation en retour. D'accord. Moi, je pense que ce qui a fait la différence en faveur du PSG dans ce match, c'est que les joueurs du PSG ont compris que dès lors qu'ils réussissaient à jouer derrière le milieu de terrain Frankie de Jong, c'était terminé parce que directement, ils étaient en face à face avec la défense du FC Barcelone. Il suffit de voir déjà la première faute de Frankie de Jong sur Nuno Mendes. Il est derrière Frankie de Jong et Pedri. Donc, ils ont réussi à faire en sorte que leurs offensifs soient entre les lignes, c'est-à-dire entre la défense, entre le milieu de terrain et la défense, et qui leur permettait d'avoir un boulevard. Et la seconde action de Nuno Mendes qui mène justement au but, c'est le même type d'action où il réussit à mettre en difficulté le milieu de terrain défensif du Paris Saint-Germain et ça se repose durant tout le long du match, que ce soit l'action de Barcola ou encore les actions des offensifs parisiens. Est-ce qu'à travers cette victoire, le PSG n'a-t-il pas mis en lumière les difficultés de ce Barcelone? Bien sûr, totalement, hein. Totalement. Je pense que la solidité du milieu, tu l'as bien dit. On l'avait déjà vu un peu dans les matchs de Liga. C'est vrai que vu qu'on a eu des victoires consécutives sur nos matchs précédents en Liga, on a tendance à retenir que le positif, mais effectivement, la faiblesse de notre défense slash milieu défensif que tu viens d'énoncer, on l'avait déjà vu précédemment. Donc, ça fait partie, comme je dis tout à l'heure, des différents points à travailler. Et voilà, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment, vraiment très, très, très énervé. J'avais vraiment beaucoup d'enthousiasme par rapport à ce match. Et je pense que c'est avec plus de recul que je pourrais avoir une analyse plus claire parce que là, vraiment, je suis à terre. Je suis vraiment à terre. Alors, si le FC Barcelone a été plutôt décevant, le Paris Saint-Germain, avant le début de ce match, n'était pas favori. Voilà, à travers tous les absents et tous les forfaits qu'ils ont eu dans leur effectif, on a vu une équipe constituée de joueurs titulaires et aussi de joueurs qu'on ne connaissait pas, tels que Seny Mayulu ou encore le jeune Mbaye. Euh, Malcolm, est-ce que finalement, cette victoire du Paris Saint-Germain avec une équipe mixte ne rend-elle pas encore plus grand l'efficacité et la force de ce Paris Saint-Germain aux yeux du monde? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, euh, Paris a ceci de spécial que ils réussissent à plus ou moins garder un niveau, même quand les joueurs qui sont d'habitude sur le banc deviennent titulaires. Donc, Mayolo aujourd'hui, vraiment, il a été juste, il a fait ce qu'on lui demande, ce qu'on demande à un attaquant. Il a été décisif. Baye aussi sur son côté. Franchement, mais quel joueur!
En plus, ce sont des jeunes, ce sont juste c'est des petits, mais ils réussissent à entrer comme ça dans un stade, même si c'est pas le Camp Nou, mais un stade avec l'aura et la légende que c'est que le FC Barcelone. Ils réussissent à rentrer comme ça et être en confiance et faire une telle prestation. Donc, vraiment, ces joueurs remplaçants ont su tenir la barre euh, haute. Maintenant, en parlant des joueurs qui sont d'habitude titulaires, je veux vraiment faire un hommage particulier à la défense de Paris aujourd'hui. Mon Dieu, Zabani, Pacho, mais quelle défense! Quelle défense! Je sais pas combien d'occasions ils ont sauvé presque sur la ligne. Je crois 2 ou 3 ce soir. C'était juste extraordinaire. Ils m'ont écœuré vraiment, hein. Je crois il y a Ferran une fois qui, heu, qui qui, hem, qui frappe le ballon dans la cage vide, et Zabani qui arrive juste là à la dernière seconde. Et puis tu as une occasion presque pareille avec, je crois Hakimi qui fait pareil, et puis Zabani aussi qui était en couverture sur la ligne. Mais c'était juste incroyable et franchement, ils étaient juste partout. Et bien sûr, je parle des défenseurs centraux, mais Nuno Mendes et Hakimi, franchement, je pense qu'il faut qu'on fasse un test de dopage à ces 2-là. Je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse un test de dopage à ces 2-là. C'est pas humain de faire ce genre de performance. Ils sont en fait, j'ai l'impression que lorsque Paris joue, en fait, c'est comme s'ils avaient 4 ailiers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Nuno Mendes et Hakimi, en fait, ils sont à la fois défenseurs et ailiers. Ils sont pas juste latéraux. Ils sont défenseurs et ailier à la fois. Tu as l'impression que lorsque Paris attaque, il y a 4 ailiers et lorsqu'ils défendent, bah, tu as 4 centraux. C'est juste pas possible. J'ai bien envie qu'on m'explique parce que vraiment, je ne me souviens pas. Alors, on a eu évidemment de très, très, très grands latéraux dans l'histoire du football. Je pense à Cafu, Roberto Carlos et autres. Mais en termes de cardio, moi, personnellement, je pense que c'est pas abusé de dire que j'ai jamais vu ça dans le foot. C'est pas possible. Je pense qu'il ferait bien de tenter de s'inscrire, au championnat du monde d'athlétisme pour un 5 000 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il sortirait certainement pas parmi les derniers. Mais franchement, oui, pour revenir à ta question, à ce que tu disais, autant les remplaçants que les titulaires, habituels, c'était juste, magistraux. Donc je pense que c'était à la fois une contre-performance, du Barça, mais il faut pas enlever son mérite à Paris. Et j'ai envie de dire, tenez-vous prêts quand, les blessés reviendront, parce que cette équipe de Paris cette année, je n'espère pas, mais je ne serais pas surpris qu'ils fassent back-to-back, même si ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Effectivement. Alors, tu as parlé de l'une des clés du match, c'était justement l'aspect défensif. Et il est clair que la défense parisienne a pris le pas sur l'attaque barcelonaise. Mais une autre clé du match qui a fait, pour moi, à mon sens, toute la différence, c'est le comportement et la bataille remportée par le milieu de terrain parisien, qui était constitué de Fabian Ruiz, de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Normalement, quand on a un milieu de terrain constitué de Pedri, le magicien, et de Frenkie de Jong, on se dit qu'avec en plus la blessure de Joao Neves qui a été forfait de dernière minute, on s'attendait à ce que le milieu de terrain barcelonais puisse prendre de l'ascendant sur celui des Parisiens. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré l'absence du troisième larron, à savoir Joao Neves, le milieu de terrain parisien a totalement dominé le milieu de terrain barcelonais. Oh, totalement dominé. Je pense que tu en fais un peu trop. Pas à ce point. Je pense que c'était un peu du 50-50. Et je pense que la domination totale dont tu parles est arrivée lorsque Pedri est sorti. Je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est là qu'on on se fait punir. Parce que Pedri a été remplacé par Bernal. Ouf, là, je crois que là, je pense que c'est justement à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'est mieux que le match se termine au plus tôt. Parce que je sentais qu'on allait encaisser ce deuxième but-là. L'équipe était totalement déstructurée. Et on n'a fait que défendre, mais vraiment de façon assez expérimentale. On s'est fait piéger plus d'une fois dans le dos de la défense. Et ça a fini on a fini par être puni. Donc oui, je pense que sur l'ensemble du match,
Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où on ne s'attend pas à ce que, on s'attendait à ce que le milieu du Barça soit dominant, ce qui n'a pas été le cas. Mais je n'irai pas quand même jusqu'à dire que Paris a totalement maîtrisé la bataille du milieu. Et comme je l'ai dit plus tôt, lorsque Pedri est sorti, ah, le match était plié. D'accord, je tiens aussi à préciser que même si Pedri a plus d'impact dans son équipe que Fabien Ruiz est aussi sorti sur blessure, mais ça n'a pas empêché, je veux dire par là, je crois qu'à partir de la seconde période, le milieu de terrain parisien a beaucoup plus pris l'ascendant quand on regarde même la possession de balle. En première mi-temps, elle était plus ou moins à l'avantage du FC Barcelone, pour ne pas dire largement, mais par la suite, au fur et à mesure du match, c'était comme un diesel. J'ai l'impression que le milieu parisien a réussi à mettre le pied sur le ballon. Alors, une autre bataille tactique qui était très attendue, c'était le duel entre les deux cerveaux, entre Flick, qui a réussi à construire une machine de guerre avec le FC Barcelone, et le génie, Luis Enrique, qui a réussi à mener cette équipe parisienne vers à remporter le titre de la Ligue des Champions. Malcolm, là, il paraît clair que Luis Enrique a réussi son plan. Oui, totalement. Totalement. Il faut remettre à César ce qu'il y a à César. Je pense que réussir à garder une équipe compétitive malgré les blessures, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment une prouesse. Et je me souviens enfin, en milieu de saison dernière, il avait déjà réussi à trouver l'équilibre parfait de son équipe en mettant Dembélé en faux neuf, ce qui a amené le PSG à la victoire finale. Aujourd'hui, malgré l'absence de Dembélé, malgré l'absence des trois attaquants phares de l'équipe, il a quand même réussi à maintenir cette stratégie-là, mais pas vraiment, c'était pas vraiment du copier-coller parce qu'il faut pas oublier que bon, même si Mayuro est certainement ouais, assez talentueux, il n'a pas encore la carrure et le niveau de Dembélé autant Mbaye comparé à Doué Kvara. Mais ce que je peux constater, c'est que en fait, j'ai l'impression que dans les coulisses, Luis Enrique prépare en fait mentalement ses remplaçants à tout moment pouvoir être efficace lorsque il aura besoin d'eux. Je pense que, parce que en fait, ce que j'ai remarqué dans ce match-ci, c'est que même si ils ont très peu de temps de jeu, par exemple, Maïlou et bah, dès le début du match, on s'est rendu compte qu'en fait, ils maîtrisent vraiment l'ADN de l'équipe. Ils maîtrisent les circuits de jeu. Ils savent en fait ce qu'il faut faire. Donc, je pense que le mérite de Luis Enrique, en fait, c'est de réussir à garder tous ces joueurs concernés, même ceux qui ont moins de temps de jeu. Et on a pu le voir aujourd'hui dans le match à travers les performances des joueurs qui sont la plupart du temps remplaçants et qui étaient titulaires aujourd'hui. Totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que cette victoire, c'est entièrement la victoire de Luis Enrique. Réussir à gagner le FC Barcelone avec une équipe type, je peux le comprendre, encore plus que c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Mais réussir à gagner le FC Barcelone avec Vitinha qui était incertain, avec Fabian Ruiz qui était aussi incertain et qui a été ménagé ces dernières semaines, avec des joueurs nouveaux, ça, pour ma part, c'est vraiment du génie. Tous les choix qu'il a fait lors de ce match ont été excellents. Tout le monde s'attendait à voir Gonzalo Ramos titulaire, il a mis Seni Mayulu et ça a été un coaching gagnant. Lorsque Nuno Mendes prend son carton jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer Lucas Hernandez et il fait plutôt monter Nuno Mendes sur le plan offensif pour garder une consistance défensive pour conserver Yamal et surtout une assistance offensive par rapport aux attaquants. Tous les choix qu'il a fait ont été des bons choix. Tous les choix qu'il a fait ont été des bons choix et ils ont été pertinents. Même l'entrée du jeune John Tou, certes, il n'a pas été très bon dans le dernier geste, mais il a directement eu de l'impact. Il s'est procuré plusieurs opportunités. Bref, pour moi, cette victoire, elle est entièrement due à Luis Enrique. Et il avait dit un jour, lorsqu'on a déjà le fond de jeu, le reste, c'est très facile. Et je crois que, étant donné que tout son effectif
titulaire comme remplaçant maîtrise déjà la façon de jouer, le reste, c'est beaucoup plus facile. Donc là, on va passer à l'évaluation des joueurs. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient attendus au tournant lors de ce match-là. On va commencer par l'équipe, malheureusement, qui s'est inclinée, le FC Barcelone. Je vais commencer par Koubarsi. Comment tu juges le match du jeune Koubarsi? Pas mal. Il a été bon, hein. Moi, je pense que Koubassi a fait son match. Je pense que Koubassi a fait son match. Je me souviens, par exemple, d'une interception qu'il a fait entre les pieds de Ramos, je crois. Donc, entre autres, et puis le placement était correct. Lui, on gagne pas, et lorsqu'une équipe perd, on a tendance à essayer de tirer sur la défense. Mais moi, je pense qu'il a fait son match. Je lui donnerai un 6. Voilà, un bon petit 6. Voilà, pas très sévère, mais j'aurais vraiment espéré mieux de lui. D'accord, moi je te trouve très généreux envers Koubarsi. Moi j'estime qu'il n'a pas fait son match. Il a réussi à faire l'intervention face à Gonzalo Ramos, mais sur la première occasion de Bradley Barcola, il est totalement dépassé par Barcola, et même sur la seconde occasion. En fait, il y a plusieurs occasions du Paris Saint-Germain où à chaque fois il est en 1 contre 1, il se fait prendre. D'ailleurs, même sur le but de Seny Mayulu, il anticipe l'interception qu'il loupe. Et c'est ça qui permet à Mayulu d'être seul et d'avoir le temps de mystifier Chesney. Un autre joueur du FC Barcelone, Frankie de Jong, comment tu as trouvé le match du milieu défensif hollandais? Moyen, moyen, il a été un peu, je suis pas satisfait. Je trouve qu'il a été un peu absent. Je suis très mitigé. Je lui donnerai un 5. D'accord, je partage totalement ton point de vue. Déjà, il était très souvent en retard par rapport à ses adversaires. Il suffit de voir la faute qui est presque en orange en termes de carton sur le No Mendes, et à plusieurs reprises, il a été dépassé et pris par derrière par les offensifs parisiens. Un autre joueur barcelonais, bon, je crois que c'est le seul qui a réussi à tenir la baraque du côté Blaugrana, c'est Pedri. Quel est ton regard sur le match de Pedri? Bon, moi, Pedri, par définition, il a 8 sur 10 à tous les matchs, hein. Qu'on les gagne ou qu'on les perde. Et je pense que il réussit toujours, il réussit toujours à me donner raison. Ça reste un match qu'on a perdu. Donc, certainement, il aurait, ce serait difficile de lui donner cette note-là. Je lui donnerai un 7. Je partage totalement ton point de vue. Moi, je lui donnerais un 8, car pour ma part, c'est justement sa sortie, je pense, sur blessure, qui impacte lourdement la défaite du FC Barcelone, parce que par la suite, Totalement. ils ont justement été totalement dominés par le Paris Saint-Germain. Et ça montre à quel point beaucoup d'observateurs se demandaient qui était le véritable métronome et cerveau du FC Barcelone. Il est clair qu'en réalité, celui qui impacte l'effectif du FC Barcelone, c'est Pedri. Alors, un autre joueur qui était super attendu après sa deuxième place au Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Quelle est ton observation sur la performance du prodige espagnol? Très bon début de match. Euh, Très, très, très bon début de match. Très satisfait en général de sa première période. Après, je pense qu'il a quand même réussi à gagner ces quelques duels. C'est ce qu'on lui demande. Il a fait des passes presque décisives, euh, notamment à Ferran, tu sais, ces fameux extérieurs. Oh là là. Ces extérieurs, ces passes en profondeur extérieure, franchement, là, sur le côté, juste magnifique. Il est revenu, il nous les a reproposés. Je pense que ça n'aurait pas été la défense extraordinaire de Paris que Yamal aurait certainement eu une meilleure performance. Mais alors, je dirais que il est tombé face à du lourd aujourd'hui. Il a fait ce qu'il pouvait, et ça reste quand même Yamal. Donc, j'aurais du mal à lui donner une très bonne note vu le résultat. Donc, je dirais, allez, je dirais un bon petit 6,5. Voilà. À partir du moment pour moi qu'il a perdu son duel contre Nuno Mendes, parce que on n'a pas retrouvé le Yamal
d'habitude. C'est vrai qu'au départ du match, dès sa première action, il a fait une série passement de jambes, roulette incroyable, puis la passe extérieure du pied sur Ferran Torres. Mais par la suite, j'ai eu l'impression que petit à petit, il s'est éteint. C'est aussi dû au fait que le PSG avait de plus en plus le ballon, donc il était beaucoup plus en mode soutien de la défense qu'offensivement. Donc, Exactement. je partage ton point de vue par rapport à sa note. On va passer du côté du Paris Saint-Germain. Voilà. Nuno Mendes, qui pour moi a été coupable lors du premier but, car c'est lui qui devait faire le soutien de la défense sur Ferran Torres. Quel est ton jugement sur le match de Nuno Mendes? Oh, Nuno Mendes, il a fait un match impeccable. Oui, il fait cette erreur-là, mais au final, il se rattrape tellement bien sur l'ensemble du match. Je ne dirais pas qu'il a totalement su contenir Yamal, mais quand même presque. Parce que, bon, dès l'instant où Yamal est assez transparent, c'est bien parce qu'il a de la concurrence en face. Parce qu'on voit en Liga, lorsque Yamal est face à des petites équipes et des joueurs de classe plutôt moyenne, il fait des ravages. Donc, c'est pas. Je pense que le mérite est totalement à l'équipe de Paris en général, mais à Mendes en particulier. Si Yamal a été assez transparent, surtout en deuxième mi-temps. Donc, oui, comme je disais plutôt Mendes, mais faites-lui un test de dopage, s'il vous plaît. Masterclass. À la fin aussi, il a su se, enfin, prouver qu'il pouvait aussi tenir ce rôle-là quelques minutes d'ailier gauche, notamment, je crois. Donc oui, je lui donne 8, hein. Je pense c'est bien mérité. Un autre joueur qui était aussi très attendu, voilà, c'est Achraf Hakimi, et qui était en face-à-face avec Marcus Rashford. Quelle est ton appréciation du match du Lion de l'Atlas marocain? Pareil, Hakimi, juste génial. Hakimi, d'ailleurs, hein, on ne reviendra pas tous les jours sur le Ballon d'Or, mais expliquez-moi comment il a fait pour ne pas être dans le top 5. Très bonne idée, Thierry. Non, autant que Mendes, il a fait son match, il a été impeccable. Est-ce qu'il n'est pas décisif, Hakimi? Je me souviens plus exactement. J'étais tellement dégoûté par les buts que, oui, non, mais il a fait son match. Il a fait son match, pareil que Mendes, hein, je lui donne un 8 aussi. D'accord. Un autre joueur qui est le troisième au Ballon d'Or, le métronome, le cerveau, celui qui relaie toutes les idées diaboliques de Luis Enrique, Vitinha. Comment apprécies-tu la performance du métronome portugais? Vitinha est agréable à voir jouer. Franchement, autant que Pedri, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le voir. Vitinha, à chaque contrôle, en fait, tu sens vraiment il a un niveau de prise d'information, un niveau de maîtrise qui est juste incroyable, Vitinha. Franchement, et aujourd'hui, il l'a encore prouvé. Je me souviens d'une action, je ne sais plus exactement c'est laquelle, où malgré qu'il ait un rôle de 6 à la base, donc il était au début de l'action en défense, et juste à la fin, déjà en attaque dans l'attente d'un centre. J'ai pas exactement les détails, je me souviens plus précisément, mais Quelle action tu parles? En fait, dis-moi. c'est un prolongement d'Hakimi. La balle est récupérée par la défense Blaugrana et c'est Vitinha du milieu de terrain qui fait une course pour aller faire l'exercice et après qui repart se replacer à son poste. Exactement, c'est ça. Bon, je pense que si j'ai donné un 8 aux deux latéraux, Lucien doit avoir une note un peu supérieure, donc je dirais 8,5. D'accord. Et un autre joueur qui a été taille patron, on se demandait la saison dernière qui est le véritable patron de la défense parisienne. Là, à travers ce match, il est clair que William Pacho, c'est le véritable patron de la défense parisienne. Expliquez-moi pourquoi Pacho n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Je pose la question. Dans quel monde, permets-moi de faire cette parenthèse. En fait, j'espère vraiment que les supporters ou ceux qui se disent supporters de football n'ont pas cette vision focus sur l'attaque qu'ont a priori les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or. Je me permets de faire cette parenthèse-là, je reviens à Pacho juste après. Parce que en fait, quand tu vois Pacho jouer, tu comprends en fait à quel point est-ce que
Je sais plus quel entraîneur avait dit ça. Avec une bonne attaque, on gagne des matchs. Avec une bonne défense, on gagne des trophées. Je sais plus si c'était Ancelotti, mais voilà. Pacho, c'est vraiment la définition parfaite de cette situation-là. Pacho, en fait, c'est simple. Depuis la saison dernière que Pacho est arrivé à Paris, je te mets au défi de me donner un mauvais match. J'ai pas dit deux. Un seul mauvais match de Pacho. Il n'y en a absolument aucun. Et aujourd'hui encore, il a été magistral. Mais je me permets d'emboîter le pas sur ta prochaine question parce que tu me parleras certainement des Zabarni. Avoir recruté cette année Zabarni, je pense que le PSG, en fait, s'est assuré un avenir pour au moins les 10 prochaines années avec ces défenses centrales-là. C'est juste exceptionnel. Ces deux, ils sont tellement complémentaires. Et waouh, c'était vraiment beau à voir. J'étais dégoûté, mais profondément dégoûté de voir à quel point ils ont barré, bloqué absolument presque en tout cas toutes les actions quasi décisives du Barça. Mon Pacho, je lui donnerai un 8,5. Je vais certainement me demander la note des Zabani. Après, mais pareil, 8,5. Et sinon, peut-être même 9, parce que Zabani en particulier, c'est lui qui fait les grands arrêts décisifs. Donc, voilà. Il faut, euh, il faut vraiment apprendre à apprécier le football dans son ensemble. Et aujourd'hui, la défense de Paris, les quatre de derrière, c'était juste magnifique à voir jouer. D'accord, je partage totalement ton point de vue, même si je trouve que j'aurais bien aimé voir la défense parisienne face à un avant-centre de renom. Voilà, le fait d'avoir mis Robert Lewandowski au banc de touche, je pense qu'aussi ça a eu un impact parce que c'est un attaquant qui réussit à maintenir les défenseurs en alerte. Or là, Ferran Torres, vu qu'il n'est pas un pur avant-centre, certes, il a marqué, mais ça permettait à Zabarni très souvent de se retrouver devant en attaque. Donc, Pacho, pour revenir dessus, c'est un joueur pour moi qui a une qualité essentielle. En plus d'être bon, il a une capacité comment je peux dire, à améliorer les performances de celui qui est avec lui en défense. Que ce soit Marquinhos ou encore Zabarni, Pacho réussit à les sublimer. C'est un peu comme Sergio Ramos qui réussissait à sublimer Varane. Et dès lors que Varane a voulu voler de ses propres ailes du côté de United, on a vu ce que ça a donné. Donc, les défenseurs Fel Padio, ce sont des défenseurs qu'il faut absolument garder dans son équipe. Alors, si le Paris Saint-Germain a fait une excellente prestation dans son ensemble, moi, j'ai quand même un petit bémol. C'est un joueur que j'attendais par rapport à cette confrontation, étant donné il était parti titulaire en début de saison dernière et que sa place lui a été prise par Kvaratskhelia et par la suite par Désiré Doué, c'est Bradley Barcola. On sent beaucoup de potentiel chez ce joueur-là. Il a une capacité à faire la différence face aux défenseurs adverses. Mais dès lors qu'il est en Ligue des Champions, il a du mal à terminer ses actions. Donc, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, mais j'ai quand même un petit bémol par rapport au match de Bradley Barcola qui n'arrive pas à être décisif en Ligue des Champions. J'ai beaucoup d'affection pour Barcola, mais je vais répondre très simplement à ta question. Je pense que aujourd'hui encore, il a prouvé lorsque les trois attaquants phares de Paris, en tout cas les titulaires de la finale de l'année passée, sont revenus de blessure. Barcola sera au banc, tout simplement. Tout simplement. Donc là, on va terminer cette émission avec une question que j'ai envie de te poser. C'est par rapport à cette saison de Ligue des Champions. La saison dernière, on a quitté la Ligue des Champions avec un Paris Saint-Germain qu'il a donc remporté sur le score de 5-0. Durant le mercato, il y a eu plusieurs équipes qui se sont renforcées. Nous sommes juste à la deuxième journée, donc tout peut encore se passer. Mais on a eu le temps de voir certains effectifs, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou encore le Bayern de Munich et le FC Barcelone. Est-ce que finalement, à travers la victoire du Paris Saint-Germain au Barça avec une équipe mixte, est-ce que finalement le Paris Saint-Germain n'est-il pas grandissime favori à sa propre succession? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que le PSG est le premier favori de cette Ligue des Champions. Bien sûr, bien évidemment. Je pense qu'ils iront dans la continuité de la prestation, des prestations de l'année dernière, et voire mieux. Et aujourd'hui, comme tu dis, ils ont prouvé que bah, ils ont un banc solide sur lequel Luis Enrique pourra compter. Donc, au-delà de Paris, bah, même si le Barça a été médiocre aujourd'hui, je pense que c'est juste un mauvais pas. Et il
reprendront de plus belle dans les prochains matchs de Liga. J'attends d'ailleurs très impatiemment le Classico pour en reparler. Donc oui, le Barça aussi fait partie des favoris de cette Ligue des Champions. Le Bayern, j'ai envie de dire aussi, parce que bon, après, même si le dernier match était contre Pafos, c'est une équipe un peu de un niveau Conference League, ça reste quand même très haut niveau, le Bayern avec Harry Kane. Je sais pas si ça existe, ça a déjà existé dans le football, mais marqué quoi, je crois qu'il a 17 buts en 9 matchs, un truc comme ça. Si, 17 buts en 9. Incroyable. Voilà, donc oui, le Bayern, toujours, en fait, je pense qu'on retrouve un peu le Bayern sans pitié et chirurgical avec cette identité allemande. Et pour revenir au Paris Saint-Germain, autant je ne suis pas fan du FC Barcelone, mais j'avoue que j'ai été choqué par le PSG parce que pour moi, je classais très haut ce FC Barcelone et il reste très haut en termes de prétendants titres dans cette Ligue des Champions. Mais après ce que je viens de voir du Paris Saint-Germain, je dirais maintenant que le Paris Saint-Germain est seul contre tous. Bref, les amis, dites-moi dans les Ouais, je commentaires. pense aussi. D'accord. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori à sa propre succession. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Prenez soin des vôtres.